Donc cet après-midi, on va parler donc de l'exercice de la profession de chirurgien. Et on va commencer donc par l'exercice chirurgical en public, présenté par Dr Richard, enfin Monsieur Richard. Merci. Bien, donc je vais vous parler faire quelques réflexions sur l'exercice chirurgical en secteur public. Donc je m'appelle François Richard, je suis urologue, je suis maintenant en retraite depuis pas très longtemps, mais quand même, et j'étais, ma carrière très rapide, 4 ans d'interne à l'assistance publique. À l'époque, on faisait tout sauf la spécialité qu'on fera après. 1 an d'interne après en secteur PSPH, en urologie, à Foch. Puis j'étais 7 ans chef de clinique. À l'époque, on pouvait être 7 ans chef de clinique. Puis voyant que les nominations hospitalières prenaient un peu de temps, je suis parti dans des structures différentes et je suis retourné à Foch, où j'ai été pendant 4 ans adjoint du chef de service. Puis on m'a rappelé et je suis retourné à l'assistance publique où j'ai été nommé à ce moment-là et je suis devenu ensuite chef de service. Puis j'ai eu la chance d'être chef de pôle et de diriger un pôle chirurgical à la Pitié-Salpêtrière qui comportait 9 services de chirurgie. Et maintenant, je coordonne une structure qui a pour charge de réorganiser les blocs opératoires de l'ensemble de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et pendant cette carrière, donc, je me suis pas mal intéressé, non seulement évidemment au métier de chirurgien, mais à ce qu'il y avait un peu autour. Et c'est un certain nombre de réflexions. Et d'autre part, j'ai été syndicaliste pendant une quinzaine d'années. En tant que futur chirurgien, il faut vous poser un certain nombre de questions quand vous allez choisir votre installation. Ce que je vais vous dire là a un intérêt particulier pour le secteur public, mais ça pourrait s'adapter au secteur privé éventuellement. Et les fonctionnements les meilleurs pour les structures chirurgicales, c'est d'avoir un plateau technique adapté et performant. Il n'y a pas de bonne structure chirurgicale s'il n'y a pas de plateau technique suffisant. Il faut qu'il y ait un bassin de population qui soit suffisant pour le recrutement, on va le voir. Et puis, il faut avoir une équipe paramédicale et médicale qui soit formée et en nombre adéquat. Alors, est-ce que ça, c'est vrai en France actuellement en 2015 ? La réponse est non. Et la réponse est non de façon ferme. Et d'ailleurs, 2 des orateurs précédents l'ont déjà évoqué. Alors, pour le plateau technique. Le plateau technique, en tant que chirurgien, il est important qu'il y ait des plateaux techniques sur le plan diagnostique qui soient suffisants, et c'est tous les problèmes de la radiologie, mais également qu'il y ait des plateaux techniques qui, sur le plan thérapeutique, soient suffisamment performants et renouvelés. Et de plus en plus, les spécialités chirurgicales vont utiliser des matériels qui vont aider aux interventions. En urologie, maintenant, dans un service d'urologie qui se présentant un peu à la mode, il y a besoin d'avoir un lithotripteur, d'avoir des lasers, d'avoir des systèmes soit pour la cryothérapie, soit pour les systèmes d'hyperthermie, d'avoir des appareils d'échographie qui permettent de faire des biopsies qui sont dirigées dans l'espace, etc. Si vous n'avez pas ces éléments-là, il y a tout un tas de pathologies dont vous ne pourrez pas prendre les choses en charge correctement. Deuxième chose, les blocs opératoires. On l'a évoqué tout à l'heure. Les blocs opératoires tels qu'ils ont été construits, sauf quelques exceptions en France, sont des blocs opératoires qui ont été construits sur des concepts dont les plus récents datent en général d'une vingtaine d'années, parce que c'est le temps moyen entre le moment où les gens conçoivent un bloc opératoire et finissent de le construire. Actuellement, je peux vous dire que même dans la région parisienne, certains sont en train de réfléchir sur des blocs opératoires avec des concepts qui sont ceux d'il y a encore 20 ans. Les blocs opératoires modernes doivent pouvoir répondre à un certain nombre de critères, qui est que, premièrement, on ne sait pas ce que sera la chirurgie dans 20 ans. Donc, comme on ne sait pas ce que sera la chirurgie dans 20 ans, il faut construire des structures qui peuvent être évolutives. Deuxièmement,
non seulement on ne sait pas ce que sera la chirurgie dans 20 ans, mais qui est capable de dire dans 4 ans ou dans 5 ans quel va être le taux réel de la chirurgie ambulatoire par rapport à la chirurgie programmée? On ne le sait pas. Il y a des incantations ministérielles, mais sur le plan pratique, on ne le sait pas. Or, vous ne construisez pas pareil un bloc opératoire suivant que vous avez 5% ou 95% de chirurgie ambulatoire. Donc il faut construire des blocs opératoires qui soient modulaires pour pouvoir être changés d'orientation si on s'aperçoit qu'il y a des nouveautés qui font que ça change d'orientation. D'autre part, on l'a évoqué également tout à l'heure, la période et la mode des blocs opératoires avec 20 salles totalement polyvalentes, ouvertes à tout le monde, on sait que ça ne marche pas, et c'est un facteur d'ailleurs de frein dans l'organisation. Et actuellement, ce qui fonctionne, c'est des blocs opératoires dans lesquels il y a des modules différents qui comportent 4, 5, 6 salles, qui peuvent être partagés, il ne s'agit pas de refaire des blocs de spécialités, qui peuvent être partagés par des spécialités qui sont des spécialités concordantes, et puis qui vont être mutualisés entre plusieurs spécialités. Et c'est absolument indispensable, d'autant que dans les blocs opératoires, la tendance pour des problèmes de gestion des ressources, notamment anesthésiques, qui posent des problèmes en termes de nombre, va être que tous les gestes qui sont faits par des chirurgiens ou par des non-chirurgiens, mais qui sont également des manuels, vont être faits dans les blocs opératoires à partir du moment où ça nécessitera un geste anesthésique qui soit général, loco-régional, etc. Et d'autre part, ces blocs modulaires et mutualisables, sur le plan du management, peuvent être beaucoup plus facilement managés. Et Dominique Coudreau, tout à l'heure, vous a expliqué pourquoi les blocs dans les structures privées fonctionnaient bien, parce que dans les structures privées, il y a une organisation qui est particulière et qu'on peut faire assez facilement sur des blocs qui sont modulaires, beaucoup plus difficilement sur des blocs où il y a 20 salles dont chacun se bat pour en avoir une partie. Un autre point qui est important pour les blocs, et ça les chirurgiens et vous devez être intimement persuadés, un des facteurs importants qu'on est obligé de changer quand on veut réorganiser des blocs, et depuis 3 ans c'est le boulot que je fais quasiment tous les jours, c'est de réussir à faire comprendre aux chirurgiens, et c'est d'autant plus facile que j'en suis un, que la programmation et la régulation sont des concepts qui sont importants et qu'on doit gérer des blocs en n'attendant pas simplement que le chirurgien dise « Ah bah tiens, je vais changer d'avis, je vais pas opérer Dupont, je vais opérer Durand » et que ça puisse s'organiser parce qu'on ne travaille pas tout seul. Il y a non seulement les anesthésistes, il y a tout le matériel, les penseuses, le système de brancardage, etc. Et donc, il doit y avoir un certain degré de programmation et de régulation. Dans le secteur privé, ça marche très bien. Dans le secteur public, c'est excessivement variable et de façon générale, ça marche beaucoup moins bien, tout simplement parce que il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de régulation. On dit aux gens, votre programme opératoire, vous le faites quand? Ben, la veille de l'opération. Comment voulez-vous programmer des choses? Un service d'orthopédie va mettre 4 rachis les uns derrière les autres 4 jours de suite. Et puis il n'a que 3 boîtes pour faire des rachis. Ben, ça ne marche pas. Et les gens ne se posent pas la question. Donc c'est absolument important. Et si les chirurgiens gardent un peu l'ancien système en disant j'ai décidé que c'est comme ça serait comme ça ne peut pas marcher. Enfin, il faut qu'il y ait, et c'est un des problèmes, du personnel non médical, qui soit du personnel non médical compétent et en nombre suffisant. Et vous savez que au niveau des IBOD ou des infirmières de bloc opératoire, puisque même dans certains grands blocs, le taux d'IBOD est inférieur à 5 ou 10%, et ce sont des infirmières de bloc opératoire mais qui n'ont pas le diplôme d'IBOD, soit en nombre suffisant. Deuxièmement, les problèmes de bassin de population et de recrutement. Tout à l'heure, je disais que l'organisation hospitalière publique, elle datait de plusieurs années, comme vous l'a dit Jean-Pierre Vasdoué. Actuellement, on raisonne encore en hôpitaux basés sur le département. Le département, ça ne veut rien dire. Le département, ça veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est la notion alors on appelle ça les pays, comme le géographe Jacques Lévy, les bassins de population. Maintenant, il y a tout un tas d'études sur le plan géographique qui sont faites, qui permettent de définir quelle est la structure d'orientation des malades vers telle ou telle ville. Et par exemple en urologie, on avait fait en 2008, on a fait tout un travail avec un géographe de la santé où on a calculé pour l'ensemble de la France
tous les territoires avec le nombre d'habitants des territoires en fonction des centres d'attraction des gens. Et donc, vous voyez, les zones qui sont les plus foncées correspondent aux zones où il y a le plus d'habitants et qui étaient attirées vers ces endroits-là. Ces notions de bassin de population, ils sont importants parce qu'ils vont permettre de savoir si la structure dans laquelle éventuellement vous envisagez d'aller travailler ou dans lesquelles on voudrait améliorer les choses a des recrutements adaptés. En France, on sait très bien qu'il y a des zones en Basse-Normandie, dans la Lozère, et la Lozère, tout le monde le sait, la Basse-Normandie, on le sait beaucoup moins, il y a des populations très très peu importantes. Et donc, si vous allez dans des zones où vous n'avez pas de population, vous n'avez pas de recrutement. Là où il n'y a pas de malades, là où il n'y a pas de bien portants, par définition, il n'y a pas de malades non plus. Donc, ça permet d'avoir des volumes de recrutement qui sont adaptés. Pourquoi c'est important d'avoir des volumes de recrutement adaptés? Parce que ça permet d'abord d'optimiser les ressources rares qui sont le personnel non médical et qui sont les anesthésistes, puisque la démographie des chirurgiens est moins pire actuellement que ce qu'on pensait qu'elle serait il y a 10 ans. Et donc, ça évite d'avoir une multitude d'hôpitaux. Je vous rappelle, 2600, vous avez dit Jean de Carvalho ce matin, 2600 hôpitaux. Ça sous-entend qu'il y a des hôpitaux qui sont dans des zones où il n'y a quasiment pas de malades. Deuxièmement, ça permet de conserver une bonne toxicité. En tant que chirurgien, si vous avez un nombre d'interventions qui par an est très faible, vous perdez votre expérience parce que ce qu'on fait de façon exceptionnelle, on le fait moins bien que ce qu'on fait de façon régulière. Troisièmement, il y a le problème de la permanence des soins. Je vous rappelle la permanence des soins. J'ai fait partie d'une commission à l'ARS sur la permanence des soins dans l'Île-de-France, qui est loin d'être sous-peuplée. La permanence des soins en digestif et en orthopédie, dans certaines structures, publiques comme privées d'ailleurs, représente parfois un malade par 15 jours. Vous allez mettre une structure avec des anesthésistes, des chirurgiens, des penseuses, des IADE pour un malade tous les 15 jours. C'est pas possible. Et si on fait ça, ça veut dire que tous les jours, il faut qu'il y ait des gens. Donc il faut qu'il y ait des équipes importantes. Donc il faut mettre des équipes importantes dans des endroits où il y a une activité importante. Et puis enfin, un recrutement suffisant, c'est important pour les problèmes de qualité des indications. Parce que quand il y a des structures de santé qui existent avec très peu de recrutement, il y a un risque, et certains procès le montrent, d'avoir un élargissement difficilement défendable de certaines indications opératoires. Et inversement, s'il y a un recrutement qui est très très important et ça devient l'usine, parfois la qualité des indications en pâtit parce que ça devient l'usine et les gens raisonnent plus. Donc il faut adapter un petit peu les choses car il y a des risques dans les deux sens. Ça, par exemple, c'est la carte qu'on a fait en 2008 pour l'urologie. Chaque point représente le nombre d'hospitalisations complètes et en chirurgie ambulatoire de toute l'activité d'urologie en France en 2008. Et plus les points sont gros, plus il y a d'activité. Moins les points sont gros, moins il y a d'activité. Et les points les plus petits correspondent à 50 malades hospitalisés ou opérés dans l'année. 50 malades par an, ça veut dire j'opère un malade par semaine. Pensez-vous que quand dans une structure hospitalière où il y a 2 ou 3 chirurgiens, on opère un malade par semaine, vous feriez opérer par des chirurgiens qui opèrent 1 ou 2 malades par semaine. Or, vous voyez que quand on regarde cette carte-là, il y a certaines zones. Alors, il y a certaines zones, si vous prenez Carhaix en Bretagne, ou certaines zones dans les Alpes où il y a des éléments géographiques qui font qu'une ville est totalement encaissée et qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a d'autres endroits en France où, manifestement, on peut considérer que ce n'est pas forcément optimal d'avoir un recrutement aussi faible. Alors, je vous rassure, en urologie, il y a eu une organisation, et on le verra tout à l'heure, qui montre que certains points qui étaient tout seuls étaient en relation avec d'autres points plus gros. Mais c'est important de savoir ça, et quand on va s'installer quelque part, et notamment à l'hôpital public, d'être curieux et de savoir quelle est la géographie de l'endroit où on veut aller. Enfin, troisièmement, c'est la taille des équipes de personnel médical. En France, quand vous prenez un service hospitalier,
que ce soit un service hospitalier d'un hôpital général important ou d'un CHU. Et si vous le comparez avec les États-Unis ou avec l'Allemagne, vous avez en général des équipes qui sont entre un tiers et la moitié plus petites en termes de nombre de praticiens que les équipes allemandes ou américaines. La Pitié, j'avais la chance, on était 12 urologues dans le service. Mes collègues allemands qui avaient des services identiques, ils étaient entre 18 et 25 pour des mêmes services. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Donc en France, globalement, on s'aperçoit que même des services qui sont des services importants avec beaucoup de gens, ils ont une activité, un nombre de praticiens qui est relativement plus faible. Et puis il y a aussi un problème qualitatif. Pendant 12 ans, j'étais à la commission de qualification en chirurgie, en urologie. Il y a le problème, parce qu'il faut dire les choses, actuellement, le ministère reconnaissait qu'en France, il y a plusieurs centaines d'hôpitaux publics de petite taille dans lesquels les diplômes des chirurgiens qui y exercent ne sont pas connus par le ministère. Hein? C'est un fait. Personne n'en parle. Personne ne le dit, mais c'est la réalité. Quand on refusait la qualification d'urologue à certaines personnes qui venaient avec des diplômes qui sortaient on ne sait pas d'où, on a été obligé de se battre pour éviter que de façon administrative, ils soient quand même qualifiés, puisque l'avis des commissions de conseil de l'ordre sont purement consultatifs. Donc en France, ce problème-là existe, et les gens les plus honnêtes du ministère le reconnaissent. Un jour ou l'autre, ça va exploser. Donc c'est également un problème, on va le voir tout à l'heure. À ce nombre de praticiens qui est relativement plus faible, je vous l'ai dit, qu'en Allemagne ou aux États-Unis, s'ajoute toute la lourdeur de l'administration française de façon générale. La réglementation, je ne vous fais pas de dessin, vous la connaissez aussi bien que moi. Il y a la permanence des soins, la continuité des soins, le repos de sécurité. Si vous allez en boîte de nuit, vous pouvez opérer le lendemain. Si vous êtes de garde et pas dérangé, vous ne pouvez pas opérer le lendemain. Donc ce problème du repos de sécurité il a été calculé que ça diminuait d'à peu près 20% la formation des internes en chirurgie. Et je pense qu'il est important qu'on réfléchisse à ce problème. Autant il est absolument raisonnable que quand on a opéré toute la nuit, le lendemain on soit un peu out pour se reposer, autant quand administrativement on est de garde mais qu'on n'a pas opéré, il n'y a aucune raison que le lendemain on ne fasse rien du tout. Il y a, notamment pour les plus anciens dans les services, le nombre de tâches administratives qui se multiplie. Il y a l'influence sociétale, puisque maintenant, dans la plupart des hôpitaux, on n'opère plus le samedi matin, à tel point même que les critères de fonctionnement des blocs, le samedi matin, a été retiré. Il y a, ça a été évoqué par Xavier Martin, et c'est très important, la multidisciplinarité, puisque maintenant, de plus en plus, en tant que chirurgien, on participe à des discussions avec d'autres spécialités pour des malades qui sont souvent de plus en plus compliqués, et il est sûr que ça prend également du temps. Et puis, il y a les problèmes de démographie anesthésique, on l'a dit. Donc tout ça fait qu'il y a besoin d'avoir des équipes qui sont en nombre suffisant. Et à l'Académie de chirurgie, on avait fait une séance là-dessus. Et il est important que chaque spécialité chirurgicale fasse des études prospectives de démographie. Parce que qu'est-ce que vous pensez de la pertinence d'un service universitaire qui a un PUPH, un PH et un assistant en formation? Or, il y a plusieurs dizaines de services universitaires en France qui ne sont pas plus nombreux que ce chiffre-là. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un service comme ça peut être universitaire avec la triple mission de soins, de recherche et d'enseignement? Qu'est-ce que vous pensez d'un hôpital général qui a un chef de service et 2 chirurgiens à diplôme extra-européen, point? Vous prenez les hôpitaux des villes de moins de 100 000 habitants, ça va être dans la plupart des services, la majorité des services de chirurgie vont fonctionner comme ça. Si vous excluez les 20 ou 30 hôpitaux généraux de grande taille, dans les autres, les structures, les équipes chirurgicales sont très faibles. Donc il est évident que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, et pour vous-même, dans le cadre d'une installation, il faut pas aller dans des structures comme ça. Alors vous me direz, si on ne va pas dans des structures comme ça, comment on règle le problème? On va le voir ensuite.
Alors, ce qu'a dit Dominique Coudreau tout à l'heure, le secteur privé, lui, il sait réorganiser. La seule différence, c'est que dans le secteur privé, Philippe Brey vous en parlera après, il peut y avoir des structures avec beaucoup de chirurgiens sans forcément que ce soit des véritables équipes chirurgicales. Ça peut être une succession d'individus. Mais au moins, pour un certain nombre de choses, ils sont plusieurs. Donc, le but, c'est d'aller ou d'essayer de créer des équipes qui soient plus étoffées et qui soient peut-être moins nombreuses. 2600 hôpitaux, même si dans les 2600, il n'y a pas de service de chirurgie dans tous, mais on sait qu'il y a au moins dans plus de 1500 hôpitaux des services de chirurgie avec plusieurs spécialités chirurgicales. Est-ce bien raisonnable? Donc, ce qu'il faut essayer, et c'est d'ailleurs une réflexion que l'Académie de chirurgie avait eue et a fait un rapport là-dessus, c'était donc de réorganiser, et dans votre installation, vous pouvez participer à cette réorganisation, les structures chirurgicales et la répartition territoriale. Donc, il faut étudier à partir des bassins de population. Là, je vous ai mis la Bretagne. Donc, vous voyez, au niveau des Bretagnes, la Bretagne est une région qui s'est réorganisée. Par exemple, en urologie, vous avez ici Rennes. J'ai vu qu'il y avait Bernard Lebel, qui est l'ancien chef de service de Rennes, qui est là. Et à Rennes, le service universitaire, il s'est organisé avec plusieurs hôpitaux qui étaient autour. Ils ont créé une équipe qui était une équipe relativement homogène. Je dis relativement parce que tous n'étaient pas dépendants du CHU sur le plan purement statutaire, comme M. Deniel vous l'a expliqué tout à l'heure, mais ils travaillaient en équipe, et globalement, des hôpitaux qui avaient éventuellement une activité relativement faible, les praticiens travaillaient aussi bien dans l'hôpital qu'au niveau de Rennes. À Saint-Brieuc, par exemple, à Saint-Brieuc, il y a eu des organisations entre le secteur hospitalier privé, enfin les cliniques privées, et le secteur public, où ils ont aussi monté un système. Et donc, il faut réussir à faire ça. À Paris, dans la région parisienne, dans le 93, en urologie, il y avait 4 hôpitaux qui faisaient de l'urologie avec un praticien dans chacun des 4 hôpitaux. Donc vous imaginez pour la garde, la permanence des soins, etc. Et ben on a réussi, alors contre le maire, enfin le député maire du coin qui était totalement opposé, mais grâce à l'ARS, on a réussi à former une équipe où ce sont maintenant 5 urologues seniors, tous dans la même équipe, qui sont au niveau d'un des 5 hôpitaux et qui vont opérer dans les 5 hôpitaux qu'il y a autour. Et c'est une équipe avec 5 lieux d'activité. Donc quand on veut, on peut. C'est quelque chose, en tant que chirurgien, qu'on ne doit jamais oublier. Alors, il faut donc traiter les structures chirurgicales qui sont insuffisantes, et pour ça, il y a une seule solution. On ne créera pas plus de chirurgiens, on ne créera pas plus de services, etc. Donc ce qu'il faut, c'est mutualiser les centres qui posent des problèmes avec des centres qui sont plus importants. Quand on dit mutualiser, c'est vraiment les mutualiser, et c'est pas du tout dire il y en a un qui est le chef et les autres ils vont faire ce qu'ils vont lui dire. Ça va être essayer d'organiser les choses. Et il y a une chance actuellement qui permet de le faire, c'est d'une part le fait qu'en chirurgie on peut avoir 3 ou 4 niveaux d'activité. Il y a les consultations. Ça dépend des spécialités. Il y a plus de consultations en urologie qu'en digestive, par exemple, par rapport, en termes de nombre, par rapport au ratio du nombre de malades vus en consultation et du nombre de malades opérés. Mais c'est variable selon les spécialités. Mais il y a les consultations, et on peut avoir des consultations avancées qui sont dans un hôpital, même si celui qui fait les consultations avancées va opérer dans un autre hôpital, on va le voir. Deuxièmement, il y a la chirurgie ambulatoire. Par définition, la chirurgie ambulatoire se fait sur 12 heures. Et quand on fait de la chirurgie ambulatoire, on n'est pas obligé de passer la nuit à l'hôpital ou de revenir le lendemain puisque le malade n'est plus à l'hôpital. Et dans la chirurgie ambulatoire, il y a la chirurgie ambulatoire, disons, d'actes relativement simples et puis celle d'actes plus lourds. À l'Académie de chirurgie, on avait fait une séance où les orthopédistes avaient montré des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux en chirurgie ambulatoire. Il est sûr que toutes les structures ne peuvent pas faire ça. Mais certaines structures peuvent le faire. Et donc, on peut avoir des hôpitaux qui vont faire de la chirurgie ambulatoire légère, d'autres qui vont faire de la chirurgie ambulatoire lourde et du programmé, et puis il y a les centres de référence. Et à ce moment-là, on peut tout à fait, au niveau d'une région, se dire, ben voilà, il y a X hôpitaux, je vais vous montrer un exemple, voilà comment on peut éventuellement fonctionner, et puis ensuite on évalue les nouvelles organisations, et puis on essaie de construire et de modifier les bâtiments après et pas avant, pour éviter l'hôpital d'Évry, où on a dit, quelqu'un dans un bureau, ben voilà, on va faire un grand hôpital, et puis une fois qu'il a été construit, c'est on met quoi dedans? Ah ben on ne sait pas. C'est très français ça.
Exemple pratique. Vous avez une structure avec un hôpital important qui a 4 praticiens dans une spécialité X. Et puis autour, vous avez d'autres structures hospitalières plus légères, avec ici le nombre de praticiens, puis un autre hôpital relativement important qui est ici. Vous faites une analyse d'activité. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire des analyses d'activité sur exactement ce qui se passe. Et vous voyez qu'en pratique, dans celui-ci, où il y a 3 praticiens, il y a du travail, en fait, pour un praticien de façon évidente, et que les 2 autres, en fait, ont une activité qui fait qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Que dans cette structure-là et dans cette structure-là, il n'y a pas suffisamment de bassin de population important pour faire vraiment de la chirurgie. Par contre, il y a une demande sur le plan de la consultation. Que ici, cet hôpital-là qui n'a pas du tout de chirurgie, par contre, il y a un bassin de population qui demande d'avoir des consultations de chirurgie de cette spécialité. Et puis par contre, celui-ci, eh bien, il a une activité qui est correcte et ça fonctionne bien. Eh bien, le but, c'est de se dire, on propose à ceux-là, on leur dit comment, et on demande aux gens comment vous voyez l'organisation. Quand vous donnez aux gens des arguments objectifs et pas des arguments d'autorité, les chirurgiens sont comme les autres, ils peuvent réfléchir. Et donc, vous proposez, vous dites, ben, comment vous pourriez vous organiser? On peut imaginer que, compte tenu du nombre de gens qui sont là, l'équipe qui est là de 4, vous transformiez ça comme ils ont fait à Rennes, vous faites une équipe de 11 personnes, et ces 11 personnes, eh bien, à terme, ils iront, ça sera une équipe globale de 11 chirurgiens, et puis, à tour de rôle, ils iront, ils s'arrangeront entre eux. Là, il ne faut pas être dirigiste. Il y en a là, par exemple, un jour par semaine, on ira faire de la chirurgie programmée, organisée, etc. Dans ces 3-là, il y aura une consultation tous les 2 jours. Par exemple, dans celui-là, on renforce avec un chirurgien. C'est exactement ce qu'on a fait dans le 93. C'est exactement ce qui a été fait en urologie à Rennes. C'est dans d'autres structures, ça a déjà été fait. Si on fait des textes et puis on fait plein d'articles pour expliquer comment les gens doivent se reproduire, enfin pas se reproduire, se regrouper. Avant de se reproduire, il faut se regrouper. Se regrouper, on n'y arrivera jamais. Mais c'est l'intérêt des chirurgiens et c'est l'intérêt de votre génération, dès maintenant, de réfléchir et d'impliquer et de forcer à faire ça. Ce qu'on a fait dans le 93, bon, ça m'a pris 10 ans. Je me suis impliqué, sauf que par chance, je connaissais un certain nombre de personnes, on y est arrivé. Ça a mis 10 ans, c'est très long 10 ans. Mais les choses s'accélèrent, ça peut aller beaucoup plus vite. Et on y arrive quand on veut. Donc la réorganisation de ces structures chirurgicales, ça arrivera à un maillage territorial qui sera un maillage territorial nouveau. Je vous signale qu'en faisant ça, on ne ferme pas d'hôpitaux. On modifie le fonctionnement et l'activité chirurgicale dans certains hôpitaux. Mais quand vous avez un hôpital qui opère 50 malades par an, qu'il opère 50 malades par an avec 3 chirurgiens qui opèrent chacun un malade de temps en temps, ou avec un seul chirurgien qui opère régulièrement, pour l'hôpital, les rentrées sur le plan financier sont strictement les mêmes. Et d'autre part, le gros avantage, c'est que ça va permettre on va le voir, pour les patients, d'être pris en charge de façon meilleure. Et donc, il faut créer plusieurs niveaux. Et dans la mesure où c'est la même équipe qui va faire l'ensemble des activités en le faisant à tour de rôle, c'est tout à fait différent du fonctionnement qui est actuel, où on dit, bah, dans telle grande ville, il y a 3 chirurgiens, et puis le 4e chirurgien, il sera dans la petite ville à l'autre bout, là, qui n'est pas intéressante, et puis il fera tout le boulot, tout le temps, là-bas, et personne ne veut y aller, parce que personne ne veut passer son temps dans la petite ville, et d'autre part, les gens n'auront pas accès aux technologies. Or, avec une organisation telle que celle-là, l'ensemble de l'équipe a accès à la technologie qui est la plus importante. Et d'autre part, avec les consultations avancées, les malades que vous voyez dans les consultations avancées, vous leur dites, ben voilà, j'opère dans tel gros hôpital, je vous emmène, et les gens suivent, il n'y a aucun problème. Moi, quand j'étais à la Pitié, je faisais une consultation par semaine à Garches, les malades de Garches, ils traversaient tout Paris, ils allaient à la Pitié, ça n'a jamais posé aucun problème. Donc, sur les plans carrière, là, je vais très vite parce que M. Deniel vous en a parlé, de toutes les différentes structures qu'il y a. Il faut savoir que l'exercice public, c'est très bien. Moi, je considère ça très bien. On peut faire plein de choses à condition qu'on le veuille et qu'on soit organisé. Mais il faut savoir aussi qu'on a le droit de faire, à un moment donné, l'exercice public, puis après d'aller dans le privé, ou de faire l'inverse. C'est qu'il y a des ponts, on peut le faire simultanément ou successivement. Deux flashs rapides sur la chirurgie ambulatoire et sur les hôtels hospitaliers.
Parce que là aussi, votre génération va être impliquée de façon très importante là-dedans. La chirurgie ambulatoire, simplement pour dire 2-3 points. Le taux moyen de chirurgie ambulatoire, il y a des objectifs ministériels pour faire des économies. Alors c'est totalement contre-productif. Les messages du ministère ont été la chirurgie ambulatoire va permettre de faire des économies. Vis-à-vis des malades, c'est bien, on leur dit on ne va pas vous garder, comme ça fera des économies. La chirurgie ambulatoire, ça permet de faire avec la même qualité des choses en vous gardant moins à l'hôpital. C'est un peu différent. Et le problème, c'est que les économies que la chirurgie ambulatoire va entraîner sont pas aussi importantes qu'on pense, parce qu'on oublie un certain nombre de choses. D'une part, c'est que si on veut bien organiser de la chirurgie ambulatoire, il faut beaucoup plus d'infirmières en consultation pour que ça fonctionne bien. Donc ces infirmières-là, on les prend où? En hospitalisation. Donc c'est déjà des infirmières qui ne vont pas disparaître. Et d'autre part, dans les services d'hospitalisation classiques, puisque vous retirez tous les malades qui sont des malades moins lourds que vous allez passer en ambulatoire, il y aura dans les services d'hospitalisation classiques que des malades lourds. Donc les infirmières ne pourront plus, entre guillemets, reposer un petit peu, souffler un peu, avec de temps en temps une gastrectomie, une adénopancréatectomie, et puis une hernie ou deux hernies qui vont lui permettre de respirer. Là, il n'y aura plus de hernie, il n'y aura que des gastrectomies ou des adénopancréatectomies. Il faudra donc des quotas d'infirmières par malade, par lit, beaucoup plus importants. Donc ça fait encore des infirmières qu'on ne va pas pouvoir récupérer. En fait, on va récupérer simplement les infirmières sur la nuit et le week-end. Donc il faut savoir que le taux de récupération d'argent sur les infirmières ne va pas être celui qui est pensé. D'autre part, dans les services de chirurgie, le taux de chirurgie ambulatoire, quand c'est des services un peu lourds, il va aboutir à une diminution du nombre de lits qui sont en général inférieurs au nombre de lits par infirmière. Donc on ne pourra pas supprimer des infirmières, parce que si c'est une infirmière pour 8 lits et qu'on supprime 4 lits, ça ne supprime pas d'infirmières. D'autre part, il y a une autre structure qui est les hôtels hospitaliers. Vous ne savez pas qu'il y a eu un vote dans le cadre du PLFFS et qui va déclencher dans un an une expérimentation sur la création d'hôtels hospitaliers qui vont être des structures non médicales situées dans les hôpitaux ou à proximité directe des hôpitaux, dans lesquelles on pourra mettre des patients qui ne nécessitent pas de rester dans l'hôpital pour différentes raisons, et pour une durée qui est une durée limitée, et qui sont des patients à condition qu'ils soient autonomes et non perfusés. Ce nombre-là n'est pas du tout un nombre qui est faible, puisque on a fait à la Pitié une enquête prospective, il y a à peu près 1200 lits. Les hôtels hospitaliers peuvent servir pour soit les hospitalisations en préopératoire de certains malades qui nécessitent des examens avant, une hospitalisation en post-opératoire s'il y a des problèmes d'aval, notamment en orthopédie, des problèmes sociaux ou familiaux, pour faire certains bilans chez des patients qui habitent loin et qui sont parfois, et notamment en médecine, des alternatives en hospitalisation de semaine. Eh bien, on a chiffré à la Pitié qu'un jour donné, il y avait entre 10 et 20% de l'ensemble des malades hospitalisés en chirurgie qui auraient pu aller dans l'hôtel hospitalier. Et il y avait, suivant les services de médecine, entre 30 et 50% des malades, et notamment 100% des malades qui étaient en hospitalisation de semaine, qui pouvaient être dans l'hôtel hospitalier et venir faire leurs examens ou leurs séances de kinésithérapeute à partir de l'hôtel hospitalier pour aller dans la structure qui faisait les examens ou la rééducation. Donc les hôtels hospitaliers vont entraîner, et notamment dans les services de médecine, un changement total de l'organisation des hôpitaux. Et même en chirurgie, ça peut jouer un rôle. Et là encore, vous devez connaître ce système, car ce système peut, dans les 5 ans, complètement bouleverser l'organisation hospitalière. Donc, en conclusion, il est très tendance de critiquer l'exercice en secteur public en disant qu'on ne peut rien faire, que ça avance pas, ce qui est parfois vrai, que c'est dû à des lourdeurs administratives, mais on doit aussi balayer devant notre porte. C'est parfois dû à l'autosuffisance de certains chirurgiens qui considèrent qu'ils sont les seuls à avoir la bonne idée du bon fonctionnement de leur service, ce qui est parfois vrai, ce qui n'est pas toujours vrai, et que d'autre part, en secteur public,
on peut fonctionner. J'ai été chef de pôle pendant 7 ans sur 9 services de chirurgie. On a réussi à prendre des lits de médecine pour en faire des lits de chirurgie. On a réussi à faire tout un tas de choses. On m'a jamais pris une seule infirmière sur les 7-6 ans de fonctionnement, dans la mesure où les gens ont joué le jeu, ont fonctionné et ont changé les organisations. Et c'est un message positif. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réflexions? Moi, j'avais quelques remarques. On voit bien à travers votre exposé, enfin votre intervention, que le secteur public va changer, enfin doit changer pour continuer pour que les chirurgiens continuent d'exercer dans le secteur public. La question c'est comment est-ce que les jeunes chirurgiens qui s'installent en public peuvent justement faire avancer les choses? Par quel organisme ils doivent passer? Est-ce que c'est les chefs de pôle qui doivent avoir ce rôle-là? Est-ce que ça va être les ARS qui vont donner l'impulsion? Comment est-ce que vous, déjà, vous avez fait en urologie à créer cette structure-là? Alors, les ARS, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Dominique Coudreau ou M. Daniel qui en a parlé, la réorganisation régionale va beaucoup les occuper, et c'est vrai qu'on peut craindre que, sauf exception, ils soient très pris par des organisations purement administratives. Cela dit, il faut pas ne pas essayer, puisque, par exemple, ce qu'on a fait dans le 93, on a réussi à le faire grâce à l'ARS d'Île-de-France. Il se trouve que l'ancien directeur de la Pitié, Anne-Marie de Saxé, était l'adjointe de Evin à l'ARS et qu'on se connaissait très bien et qu'elle a trouvé le projet intéressant et qu'elle a poussé. Et que quand un directeur d'ARS ou un sous-directeur d'ARS pousse très fort, ça va plus vite. Donc je pense qu'il il ne faut pas négliger ce que peut faire l'ARS, mais pour que l'ARS fasse quelque chose, vu le nombre de gens qui éventuellement, ou le nombre de missions que l'ARS peut avoir, c'est aux chirurgiens de prendre leur bâton de pèlerin, de construire entre eux un projet et d'aller voir les ARS en leur disant voilà, on est 4 équipes, on voudrait faire ça ensemble, et si vous montrez un projet qui tient la route, il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Ça, c'est le premier point au niveau régional. Au niveau de l'hôpital, l'enquête qui avait été faite à Lyon était très intéressante sur les pôles et sur la manière dont les gens appréhendaient les pôles. Personnellement, moi, je considère que les pôles, c'est une chance pour les chirurgiens. Bon, j'ai toujours défendu les pôles de chirurgie, puisque j'avais dit, moi, je ne veux pas de pôle dans lequel il y a la médecine et la chirurgie correspondantes, et puis on fait plein de pôles comme ça. On fait un pôle chirurgical parce qu'on fait tous le même métier. On met les blocs opératoires dans le pôle chirurgical, et puis tout à fait entre nous, les pôles chirurgicales, c'est eux qui ramènent le plus d'argent à l'hôpital. Quand vous ramenez de l'argent à l'hôpital, vous discutez avec le directeur différemment que quand vous coûtez de l'argent à l'hôpital. C'est une question de base. Et donc, il faut faire des pôles. Donc, il faut que les gens soient convaincus de ça. Mais à partir du moment où vous convainquez vos collègues et que vous avez un chef de pôle qui est à l'écoute et qui discute, on peut faire plein de choses. On a organisé énormément de choses. Le problème des pôles, le risque des pôles, c'est que si les pôles ne sont pas homogènes et qu'il y en a la moitié dans le pôle qui freine et l'autre moitié qui veut accélérer, c'est difficile. Mais ça, c'est la même chose dans un service standard. Mais on peut, dans l'hôpital public, fonctionner de façon efficace. Il y a un autre moyen de fonctionner de façon efficace, c'est d'exiger, à la paix, on a réussi à le faire. On avait créé une conférence des chefs de pôle et on a donné ça comme raison nécessaire pour démarrer, c'est que tous les chefs de pôle soient représentés au conseil exécutif local des hôpitaux. Parce que certains hôpitaux mettent dans le conseil exécutif local, qui est vraiment ce qui fonctionne et ce qui prend les décisions, que certains représentants des chefs de pôle. Il ne faut pas que la direction ait en face d'elle certains représentants des médecins et pas tous les représentants des pôles. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a certains représentants et pas tous, c'est très facile de fonctionner et de pas avancer. Quand vous avez tous les représentants des chefs de pôle, après, j'ai toujours dit, ça n'a aucune importance, même si le directeur n'est pas d'accord, quand l'ensemble des gens sont là, on discute. Et dans la discussion, on trouve toujours des solutions. Donc c'est des points importants.
Mais il ne faut pas dire c'est l'hôpital public, donc ça ne bouge pas. L'hôpital public peut bouger de façon très importante, mais il faut que les chirurgiens s'y mettent. Si les chirurgiens s'y mettent pas, et pas sortant à râler en disant ah bah ouais, on nous donne pas ça, etc., ils avanceront pas. Les chirurgiens, ils ont les moyens, ils ont un moyen de négociation qui est fantastique, qui est ce qu'ils amènent à l'hôpital en termes de finances. N'oubliez jamais ça, à condition que votre service fonctionne un peu. Évidemment, si vous n'avez pas de malade, vous ne pourrez pas discuter très fort. Bonjour, moi je suis Mathieu Cauchois, je suis assistant en ORL à Orléans. Alors j'ai été très intéressé par votre présentation sur le bloc du futur, parce qu'il se trouve qu'on a ouvert notre bloc opératoire il y a 2 mois, donc il correspond exactement au concept que vous évoquez, c'est-à-dire des modules, un service d'ambulatoire qui est énorme, on a 80 lits quasiment, mais on se rend compte, alors peut-être qu'on est en train d'essuyer les plâtres, que pour l'instant ça ne marche pas, parce qu'on a essayé justement, enfin disons que sur le plan humain c'est une catastrophe, puisqu'on a dit que les équipes devaient être polyvalentes. Et donc on est en train de mélanger des gens qui avaient une compétence, qui avaient une appétence pour un certain nombre de spécialités, et on est en train de mettre des gens de gynéco avec des gens d'ORL pour faire de la chirurgie du rachis, donc les chirurgiens râlent, les infirmières râlent encore plus. Donc ça, bon, ça c'était une première question. La deuxième question, c'était l'hôtel hospitalier. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire comme concept, mais ça rejoint une interrogation qu'on avait eue au sein de la spécialité ORL en mars, puisqu'on avait reçu le professeur Vons, que vous devez connaître, qui est la grande prêtresse de l'ambulatoire en France, et on lui avait posé la question de savoir si, finalement, maintenant qu'on a une sorte de transfert de responsabilité, en tout cas pour les malades lourds, entre la clinique et l'hôpital, est-ce que l'hôpital public avait vocation à faire de l'ambulatoire, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, 60% de l'activité carcinologique, par exemple, est faite en clinique. Est-ce que ce sera encore le cas demain? On est 14 ORL à Orléans, il n'y en a plus qu'un qui en fait en privé. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer, d'une certaine façon, de copier ce qui a marché dans le privé pour le calquer sur l'hôpital? Et comment est-ce qu'on peut concilier ces deux missions, et notamment celles qu'on nous confie, c'est-à-dire les malades lourds, les malades de polypathologie? C'est une bonne question. Alors, pour les blocs opératoires, sur le plan architectural, vous avez fait la moitié, enfin, vous avez fait le chemin, mais qui ne représente que la moitié du chemin. L'erreur des blocs opératoires polyvalents qui existaient avant, où il y avait plein de salles avec des infirmières soi-disant polyvalentes, il y a ces deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Le fait qu'il faut faire des modules, donc vous l'avez fait, mais dans ces modules, il faut faire des équipes d'infirmières par module. Parce que d'abord, ça permet d'avoir des équipes d'encadrement par module à taille humaine, et d'autre part, ça permet, on met par exemple l'ORL, la neurochir et l'orthopédie dans le même module, le digestif, l'urologie, la gynéco dans un autre. Les penseuses, c'est des métiers qui ont certaines passerelles. Si on dit un jour la penseuse va faire l'ORL, le lendemain elle fera le rachis, le lendemain elle fera la gynéco et le lendemain elle fera l'uro, ça ne marche pas. La polyvalence des IBOD est une erreur. Et d'ailleurs, même les syndicats d'IBOD commencent à le reconnaître. Il faut une bivalence, qu'une IBOD soit capable de faire deux types de spécialités, c'est très bien, mais la polyvalence est une erreur. Et par exemple, à l'assistance publique, les blocs qu'on est en train de réorganiser, partout où il y avait eu de la polyvalence, on a créé des modules et on a supprimé la polyvalence. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Alors, la deuxième question sur celle de savoir, et notamment avec les hôtels hospitaliers, les changements d'organisation et le problème des malades lourds ou des malades légers. Alors c'est vrai que dans la guerre qu'il y a entre le privé et le public sur le nombre de malades de chirurgie qui est fait, c'est vrai que dans le privé, il y a 50% de la chirurgie qui est faite, et dans le public, il y a 45%. Mais si vous prenez par type d'intervention, il y a, en gros, dans les grosses interventions, un nombre qui est peut-être pareil entre le privé et le public, parce que dans le privé, on fait aussi des interventions lourdes. Mais si vous prenez les hernies, la chirurgie de la peau, etc., c'est essentiellement dans le privé. Et c'est ça qui fait les 15% de différence qu'il y a entre les deux structures. Donc, il faut toujours faire attention aux chiffres. D'autre part, par exemple, pour la chirurgie ambulatoire, la FHF a fait une étude qui était très très intéressante, qui montrait le taux d'urgence et le taux de malades socialement défavorisés qui étaient dans les cliniques, dans les hôpitaux généraux et dans les CHU, et qui montrait que ce taux allait du simple au triple,
et que par définition, la chirurgie ambulatoire ne pouvait pas être du même taux dans ces 3 structures. Parce que quand vous recevez beaucoup d'urgences et beaucoup de malades défavorisés, vous ne pouvez pas faire le même taux de chirurgie ambulatoire que quand vous recevez que des malades qui vivent dans un milieu familial et dans des conditions satisfaisantes. Et puis le point du fait que dans les hôpitaux publics, il n'y a que la chirurgie lourde, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des structures privées qui font aussi de la chirurgie lourde. Mais il faut en effet, et c'est ce que j'ai évoqué en parlant des infirmières, qu'il ne fallait pas penser qu'elles allaient diminuer, des hôpitaux où vous avez par exemple de la chirurgie cardiaque en grand nombre et de la neurochirurgie, ces hôpitaux-là, ils ne vont pas pouvoir dans ces 2 spécialités faire beaucoup de chirurgie ambulatoire. C'est évident. Or, pendant longtemps, et même encore un peu maintenant, les taux cibles de chirurgie ambulatoire qui sont donnés, y compris par Corinne, sont des taux globaux. Ça ne veut rien dire. Il y a des hôpitaux qui feront jamais 60% d'ambulatoire. Il y en a d'autres qui feront 100% d'ambulatoire parce que ça va être des structures, elles existent parfois privées, qui ne font que de l'ambulatoire. Bon, alors par définition, ils font 100% d'ambulatoire. Et puis il y en a d'autres qui vont faire 20% d'ambulatoire et pas plus parce qu'ils ont un recrutement de malades. Les services qui s'occupent par exemple de tétraplégiques, que ce soit en urologie ou en orthopédie, l'ambulatoire est un petit peu difficile. Donc c'est au cas par cas. Oui, François, tu as effectivement fait allusion au CHU de Rennes sur cette urologie de territoire. Et les Bretons s'entendent bien entre eux, ça ne posait pas de souci. Je voulais citer un autre exemple qui est celui à lequel j'ai pas allusion tout à l'heure, qui est le nôtre dans la région PACA, entre notre hôpital militaire Sainte-Anne, le centre hospitalier Sainte-Mule-Civile, mais également, maintenant, bientôt, hier et Draguignan. Alors, ça marche aussi très bien parce que, effectivement, ce sont des gens qui sont tout à fait de la même génération et qui sont parfaitement faits pour s'entendre ensemble. Je pense que ce qui est surtout très important dedans, c'est cette possibilité de mutualiser le matériel, et en particulier dans le matériel innovant qui coûte très cher et qui fait que finalement tous les partenaires de cette urologie de territoire, pour citer l'urologie, vont à tout avoir intérêt à travailler ensemble. On a également un même exemple avec Nancy, où il y a aussi une urologie de territoire, pour bénéficier de la robotique. Sur le plan du matériel, de la formation initiale et de la formation continue, pour les chirurgiens, c'est gagnant pour tous. Merci.